Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons revenir sur le chapitre qui s'intitule France, défaite et occupée, collaboration-résistance 1940-1944. Comme vous le savez peut-être, la France s'est engagée dans la Seconde Guerre mondiale à partir du 3 septembre 1939, mais les combats vont réellement commencer au mois de mai 1940. Or, en juin 1940, quelques semaines après le début des combats, l'armée française est déjà défaite à la surprise générale car considérée comme l'une des meilleures armées du monde. La ville de Paris est quant à elle prise le 10 juin 1940 et le gouvernement français se voit obligé de se replier et il va à Bordeaux pour réfléchir à ce qui doit être fait. Dans ce gouvernement, il y a des membres qui souhaitent poursuivre la guerre. Pour eux, même si la France a déjà été prise notamment dans le nord de la France, elle peut encore s'appuyer sur des alliés, notamment le Royaume-Uni, et sur ses colonies, comme les colonies africaines. Au contraire, d'autres membres du gouvernement, comme le maréchal Pétain, estiment qu'il faut signer un armistice avec l'Allemagne, mettre fin à la guerre. Ils sont convaincus que les nazis vont remporter le conflit. Ainsi, collaborer avec eux permettrait à la France d'obtenir une place de choix dans le monde organisé par l'Allemagne. C'est cette dernière option qui est choisie par la France. L'armistice est signé et la France, qui a pour nouvelle capitale Vichy, est découpée en plusieurs zones, comme vous pouvez le voir sur mon écran. L'Alsace-Moselle, que vous voyez apparaître en vert foncé, est annexée par l'Allemagne, c'est-à-dire qu'elle devient un territoire allemand, ce n'est plus la France. Quelques territoires dans les Alpes, qui apparaissent en violet, sont quant à eux occupés par l'armée italienne. Mais surtout, comme vous pouvez le voir, la France est découpée en deux grandes zones. La zone dite occupée, dans laquelle vous avez des militaires allemands, c'est toujours la France, mais elle est occupée par l'armée allemande, qui est notamment concentrée au nord de la France, mais aussi sur la façade atlantique, et une zone au sud, qu'on a qualifié parfois la zone libre, qui est une zone dans laquelle il n'y a pas de militaires, ni italiens, ni allemands. C'est une zone qui n'est pas occupée militairement. Le maréchal Pétain se voit quant à lui attribuer tous les pouvoirs les 10 et 11 juillet 1940. C'est la fin de la Troisième République. Comme vous pouvez le voir sur cette affiche de propagande, la République, dirigée par le Front populaire de Léon Blum, qui est juif et c'est important, est jugée responsable de l'effondrement du pays. C'est ce que vous voyez à gauche de mon écran, avec la Maison France qui chute aux couleurs du communisme avec une croix juive en haut à gauche. Est donc mis en place un régime autoritaire. Vu que les valeurs républicaines ne fonctionnent pas, ils partent sur l'idée qu'un régime autoritaire peut fonctionner. Les valeurs républicaines, que sont les libertés, l'égalité, la fraternité, sont supprimées au profit de trois nouvelles valeurs. Comme vous pouvez le voir en bas à droite de mon écran, travail, famille, patrie. C'est la fin de la liberté d'expression, c'est la fin de la liberté de conscience, etc. Pour Pétain et ses collaborateurs, l'homme doit faire partie d'une communauté. Il doit s'inscrire dans un cadre familial, organisé principalement par les femmes, aller travailler pour participer à l'effort collectif et permettre à la famille de se nourrir, le tout organisé par la nation qui le protège. Cette idéologie, portée par Philippe Pétain et tout le gouvernement de Vichy, porte un nom, c'est la Révolution nationale. Elle met donc fin aux idéaux de la Révolution française. C'est un retour, selon Pétain, aux valeurs de l'ancienne France, à la France éternelle. Pétain prétend incarner le guide nécessaire au rétablissement de la France sur des bases solides. Un culte de la personnalité est donc organisé pour le chef, pour Pétain. Et tout ce système s'appuie également, en dehors de toute propagande, sur la terreur et la violence, comme en 1943, avec la création de la milice, chargée entre autres de traquer des résistants. Enfin, le régime mis en place par Pétain, qu'on appelle régime de Vichy, est profondément antisémite et xénophobe, comme vous pouvez le voir sur l'affiche de propagande à gauche où les juifs paraissent comme des gens qui, qu'on ne peut pas reconnaître et qui vont assassiner dans l'ombre, et à droite, une exposition au Palais Berlitz, un musée, une exposition dans laquelle on va expliquer que les juifs tentent de dominer le monde et organisent un complot mondial. Les juifs, donc, tout ça repose sur l'idée que les juifs représentent une menace pour la nation française. La France est donc ligotée politiquement par l'Allemagne qui l'occupe, mais Pétain va s'engager volontairement dans une politique de collaboration, comme le montre cette poignée de main entre Adolf Hitler
qui apparaît à droite de mon écran, et le chef de l'État français, Philippe Pétain, à gauche de l'écran. Donc cette rencontre a eu lieu à Montoire en octobre 1940. La France souhaite en réalité mettre à disposition de l'Allemagne tous ses atouts afin d'obtenir un allègement des conditions d'occupation. Elle va donc verser 400 millions de francs par jour à l'Allemagne, c'est ce qui était prévu par l'armistice, mais aussi 40% de sa production industrielle, comme l'aéronautique, et 15% de sa production agricole. L'Allemagne était également à la recherche d'une nouvelle main-d'œuvre, puisque de nombreux Allemands sont engagés dans la guerre. L'État français s'est donc engagé à fournir à l'Allemagne 250 000 travailleurs en juin 1942. Basée sur le volontariat, cette politique a en réalité un échec. Il y a seulement 40 000 Français qui se sont engagés lors de l'été 1942 sur les 250 000 promis. Et donc mis en place le STO, qu'on appelle aussi service de travail obligatoire. L'État rédige des convocations à destination de Français obligés de se rendre en Allemagne pour 2 ans. Enfin, l'État français collabore aussi dans le génocide des Juifs. Comme je l'ai dit plus tôt, l'idéologie de Pétain est antisémite et xénophobe. Dès octobre 1940, un premier statut des Juifs est mis en place. C'est pour faire simple, un ensemble de lois qui a pour objectif de mettre à l'écart les Juifs de la société française. Par exemple, les métiers comme les métiers de la fonction publique, profs, leur sont interdits. L'Allemagne, vous le savez, décide de mettre à mort la totalité des Juifs en décembre 1941. Et la France a participé à ce génocide en recensant les Juifs sur son territoire, en les arrêtant, en les internant, puis surtout en les déportant. Au total, 76 000 Juifs qui se trouvaient sur le territoire français, certains étrangers, d'autres français, ont été déportés par l'État français. La rafle la plus célèbre est celle du Vélodrome d'hiver, ou Veldiv, qui a eu lieu le 16 et 17 juillet 1942 à Paris, lors de laquelle 13 000 juifs étrangers et français furent arrêtés. Donc la photographie que vous avez à l'écran est la seule photographie de la rafle du Veldiv qui existe. En parallèle, l'occupation, la collaboration, la mise en place d'un régime autoritaire provoque en France de nombreux rejets. Alors des Français, individuellement ou collectivement, rejettent ces différents choix et décident de résister, de s'opposer, de désobéir, de dire non à Hitler et à Pétain. Charles de Gaulle, qui a rejoint Londres, lance un appel à la résistance le 18 juin 1940, dans lequel il explique vouloir continuer le combat. Il dit défendre la démocratie et la France libre. Il appelle les Français à le rejoindre pour poursuivre la guerre. Pour lui, la France a certes perdu une bataille importante, la bataille de France, mais elle n'a pas perdu la Seconde Guerre mondiale. Il essaie donc de former une nouvelle armée pour poursuivre la guerre. Ce sont les forces françaises libres qui ont mené de certaines batailles, notamment en Afrique. Des résistants, il y en a aussi sur le sol français. C'est des Français qui au départ sont peu nombreux, souvent isolés dans de petits groupes qui disposent de peu de moyens. Ces groupes vont s'organiser au fil des mois et des années. Leurs actions sont multiples. Ils peuvent tenter de recruter de nouveaux résistants pour faire grossir le groupe, distribuer des tracts comme celui que vous voyez à l'écran, sensibiliser l'opinion publique via des journaux. Ça peut être obtenir des renseignements sur l'armée allemande, saboter des infrastructures comme vous pouvez le voir ici, s'en prendre physiquement à des collaborationnistes ou des Allemands, sauver des Juifs qui sont visés par le génocide, etc. Certains Français censés se rendre en Allemagne pour le service de travail obligatoire décident de ne pas y aller et de se cacher dans des lieux isolés comme des bois et des montagnes et en profitent pour s'organiser militairement. Alors évidemment, tout ça a un risque. On est dans un régime autoritaire. Pardon. Donc, les résistants qui sont arrêtés par la milice ou la Gestapo sont emprisonnés, torturés, voire certains exécutés. C'est le cas, par exemple, du groupe de résistants appelé les FTP-MOI, Francs-Tireurs Partisans Main-d'œuvre Émigrée, qui a été dirigé un temps par Missak Manouchian. Ce groupe est notamment connu pour avoir tué Julius Rippler, qui est chargé de superviser en France la mise en œuvre du service de travail obligatoire. Il est aussi connu car de nombreux membres du groupe ont été arrêtés en novembre 1943, puis exécutés au Mont-Valérien en février 1944. Vous avez la photo à gauche. Ce groupe, qui était composé d'étrangers et de juifs, a été utilisé par les Allemands pour faire de la propagande xénophobe et antisémite à travers l'affiche rouge
que vous voyez à droite et qui a été placardé à 15 000 reprises dans les rues de France. Enfin, en juin 1943, Jean Moulin, qui est à Londres, reçoit une mission du général de Gaulle. Cette mission consiste à se rendre sur le sol français afin de créer ce qu'on appelle le Conseil de la Résistance. Pour le dire autrement, l'objectif est d'unifier tous les groupes de résistants pour gagner en efficacité, tout en leur faisant reconnaître Charles de Gaulle comme le chef de la France libre. Voilà, donc vous avez ces deux attitudes que vous devez connaître. D'un côté, ceux qui ont collaboré avec l'Allemagne, de l'autre, ceux qui poursuivaient le combat, qui résistaient à Pétain et qui résistaient à Hitler.